Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir choisi notre chaîne, merci d'avoir choisi vos chroniqueurs préférés, parce que je fais ça uniquement pour eux, bien évidemment, puisque à l'unanimité, ils ont voté pour le fait que je revienne tous les lundis soirs, ce qui n'est pas forcément très sympa. Merci beaucoup, et puis merci aux équipes de mesurer les conséquences dès le lendemain, puisque ici, comme vous le savez, lors de votre rubrique préférée, les plus et les moins, il y a des gens qui sont très mal à l'aise après. Mais c'est la règle du genre. Nous avons un petit nouveau qui revient et qui est craint par de très nombreuses personnes. Il s'agit de José Anelka. Bonsoir Eddy, bonsoir aux auditeurs. Très bien. L'entrée en matière l'a un peu déstabilisé. Le destructeur de secte, c'est bien Emmanuel de Rénal. Bonsoir Eddy, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir. Le symbole de la phobie des hommes politiques en matière de respect des règles, c'est Frédéric Sivat. Bonsoir. D'Espagne. Non, je fais exprès. Elle n'a pas réagi. Elle pensait qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Je me suis dit que vous alliez rebondir. Non, pas du tout. J'ai laissé croire qu'il était revenu parmi nous. Frédéric, félicitations. Vous avez un flegme tout britannique. Et évidemment, la porte-parole des... Comment on peut appeler ça? Des industries. Des chefs d'entreprise au RSA. Oh, c'est Floribond. Parce qu'il y en a. Il y a des chefs d'entreprise qui ne se payent pas, il faut le dire. Absolument. Alors ce soir, on a choisi des sujets extrêmement délicats, comme d'habitude. On va commencer par un sujet qui a fait coller beaucoup d'encre au niveau national et qui, ici, il y a une espèce d'hésitation. Mais il y a des gens qui montent au créneau pour dire, de toute façon, on va être balayé de la surface de la terre économique en matière d'agriculture. C'est bien évidemment, vous l'aurez compris, la signature de l'accord européen en faveur du Mercosur. Sujet. Augustin est éleveur, commerçant de volailles. Et au milieu de ces dindes, pintades et poulets, l'agitation des paysans hexagonaux autour du Mercosur qui favorise l'importation de produits alimentaires comme la viande, le soja et la volaille entre l'Amérique du Sud et l'Europe lui semble bien loin. Si l'accord commercial ne semble pas l'inquiéter, c'est que la profession connaît déjà une forme de concurrence avec des produits made in France ou Europe. Bon, nous avons déjà les poulets congelés, donc ce qui fait qu'on a déjà quand même une concurrence relativement féroce avec les produits congelés et surgelés. Donc oui, il faudrait voir aussi que ce sera une nouvelle donne, puisque ce sont des produits qui viennent déjà de ces pays, d'autres pays que la France. Donc à des prix très moindres, donc ce qui pour nous est déjà une concurrence relativement forte. Sentiment quasi similaire pour Brian. Il possède une dizaine de brahmanes répartis sur plusieurs sites, des bêtes destinées à la boucherie. S'ils se sont concernés par les accords du Mercosur, Brian a des préoccupations plus immédiates, comme celle de la production endogène qui a bien du mal à se développer. Alors, avant de parler libre-échange sur la viande, le sucre ou même de se voir submergé par les produits venus d'Amérique du Sud, il souhaite un renforcement de sa filière. La production endogène n'est pas suffisante, mais elle n'est pas suffisante pour des raisons bien sûr techniques. Et le nerf de la guerre, on dit, comme diraient les grandes personnes, c'est que les éleveurs aujourd'hui n'ont pas les finances pour produire, comme je vous dis. Et si on n'a pas les finances pour produire, on ne peut pas produire en quantité. Pour pouvoir produire en quantité, il faut que les éleveurs aient le moyen justement de produire pour diminuer justement l'importation. Mise à disposition par les politiques et que les politiques aussi apprennent à soutenir un peu plus les agriculteurs. Le marché commun du Sud prévoit une augmentation de 99 000 tonnes de viande de bœuf importée par an sur le marché européen, 180 000 tonnes de volailles ou encore 60 000 tonnes de riz et 25 000 tonnes de viande porcine. Des produits d'Amérique du Sud qui ne répondent pas toujours aux standards sanitaires européens. Mais les eurodéputés ont voté en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, une action qui repousse la ratification du traité. Très bien, vous l'aurez compris, ça concerne essentiellement l'agroalimentaire et l'agriculture.
Mais en échange, ce qu'on ne dit pas, c'est que les pays européens qui sont favorables au Mercosur, eux, ils exportent des voitures, des avions, etc. On pense notamment à l'Allemagne. Madame Florimond, vous enregistrez évidemment de manière très classique toute une série de récriminations contre la signature de cet accord en Martinique, en Guadeloupe également, en Guyane. Mais bon, très concrètement, on l'a vu, alors c'est pas représentatif, mais un certain nombre de producteurs disent de toute façon on est déjà dans la mouise, c'est pas ça qui va nous tuer davantage. Alors, au sujet du Mercosur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. On va importer beaucoup d'alimentaires. Enfin, on comprend que la production alimentaire est sacrifiée sur l'autel des voitures, des avions et compagnie. Mais ce qui m'interpelle énormément et qui fait que je trouve ça, ça me laisse sans voix, c'est que cet accord, c'est encore plus de sargasses chez nous. Parce que ça veut dire intensification de la production dans cette partie du monde où on a déjà les conséquences. Et comme ça va augmenter, donc il y aura encore plus de sargasses. Ouais, vous pointez du doigt essentiellement le Brésil. Voilà. Et deuxièmement, pesticides. Soi-disant, l'Europe dit nous ne produisons pas avec des pesticides, etc. Parce que c'est pas bon. En 2025, l'Europe a fait une performance plus de 30% de vente de pesticides justement à ces pays-là. Ah, tout à fait. Donc, on risque de se retrouver, de manger des choses qui sont faites avec des pesticides que l'Europe dit ne pas vouloir. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est une aberration totale. En fait, l'Europe a décidé, il y a plus de 60 ans, au moment de sa construction, de nourrir le monde, de partager ses connaissances, et quitte de sacrifier un certain nombre de métiers. On l'a vu avec le sucre. Notre production de sucre s'est effondrée parce que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, a décidé que, par accord toujours, que c'est le Brésil qui sera le producteur de sucre de canne du monde. Donc ça continue. Alors qu'en fait, on voit que c'est exactement ce type de pensée économique qui nous emmène dans le mur. En rappelant que ce type de pensée économique est à l'origine de l'esclavage dans les terres des Amériques. Alors, pour vous donner raison, je vais quand même sortir les chiffres. Il y a 75 substances en 2024 qui sont interdites d'usage dans l'Union européenne, mais qui sont exportées vers la plupart des pays du monde, avec une augmentation de 50%, 122 000 tonnes en 2024. Absolument. Dans le Brésil et tous ces pays qui vont nous réexporter, ces produits que, soi-disant, on a besoin pour pouvoir... Bien évidemment. Donc c'est pour ça que je me dis, désormais, il y aura une très grande responsabilité des producteurs locaux de certifier à la population ce qu'elle mange. Oui. C'est le vrai enjeu demain. Et des importateurs locaux de tester de manière systématique leurs produits. Emmanuel, vous bossez pour des chefs d'entreprise, parce que vous êtes dans la communication. Il va falloir communiquer un maximum, semble-t-il, sur, on va dire, les garanties offertes par les importateurs et les producteurs sur cette histoire de Mercosur. Alors, il y a déjà des collectivités qui disent, moi, dans mes cantines, je vais interdire l'usage de produits importés. Ça, c'est impossible. On l'a vérifié sur un plan juridique. Mais comment on va faire? Parce que vous avez vu les tonnages qui sont annoncés. Ça va être une avalanche. Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu le monde agricole se soulever contre le Mercosur. On entend beaucoup, effectivement. Mais moi, je pense qu'il faut un peu nuancer quand même. D'abord, accepter l'idée de remonter d'un cran sur la France et l'Europe. Il faut quand même rappeler une chose très simple, c'est que le monde se referme en 2026. Les marchés chinois se referment, les États-Unis se referment. Et si l'Europe n'a pas de débouchés pour ses exportations, elle est certaine, là aussi, de s'effondrer. Alors, allons expliquer ça quand même, parce qu'on y a fait allusion très rapidement. Oui. Dans cet accord, tout le monde est persuadé qu'il y a un gagnant, le Mercosur, en fait, Brésil, Argentine, etc. Mais en réalité, c'est les Européens qui gagnent cet accord. La réalité, ce sont ceux qui gagnent. Alors, je pense que les Européens, en effet, ont beaucoup à gagner au Mercosur. Ah bah oui. La France a beaucoup à gagner, parce qu'elle exporte
mais y compris dans l'agriculture, enfin dans une partie de l'agriculture, l'agriculture viticole, le lait, les produits à haute valeur ajoutée, tout ça, ils ont à gagner par des accords du Mercosur. Chez nous, on a aussi à gagner sur certaines fabrications à valeur ajoutée. Tout ce qui est IGP, tout ce qui est AOC, je pense au rhum par exemple, on a à gagner. Et je pense d'ailleurs que ça oblige à développer une agriculture ou une production qualitative pour aller contrer le volume qu'on... on aura du mal à contrer des volumes de centaines de milliers de tonnes, mais bon, Emmanuel. mais en même temps... On n'a pas de canne, donc avec quoi on va produire encore plus d'AOC Français, si tu veux, je pense que la canne, enfin, le sucre, qui est effectivement une des industries menacées par le Mercosur, le sucre est déjà mort chez nous. Je ne pense pas que ce soit le Mercosur qui va tuer davantage le sucre chez nous. Du sucre. Je parlais de développer l'AOC. Aujourd'hui, il y a déjà une bagarre avec les producteurs. Pour pouvoir avoir de la canne. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même nuancer. Aujourd'hui, quand on prend un peu de hauteur, qu'on regarde la globalité des échanges, il y a une fraction, effectivement, d'acteurs qui sont les perdants des accords du Mercosur, et ce sont ceux qui ont manifesté. C'est principalement les éleveurs, enfin, c'est une catégorie d'agriculteurs. Et puis, vous avez ceux qui ne se sont pas exprimés, qui sont l'immense majorité. Malgré tout, on parle d'un rapport de 10 à 90 entre ceux qui perdent et ceux qui gagnent, parce que notre système a besoin, qu'on le veuille ou non, on peut ne pas aimer le libre-échange, mais en tout cas, on est dedans. Si on ferme nos frontières, là, pour le coup, on est certain de mourir étouffé. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. D'ailleurs, il y a un accord qui vient d'être signé entre l'Europe et l'Inde. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Europe, pour les Outre-mer et pour les régions périphériques, ont obtenu des garanties pour protéger les filières locales. Je pense que le Mercosur, il y a des choses à faire aussi pour protéger notamment la banane, l'agriculture, l'élevage ultramarin. On étouffe juste si on ne sort pas de la surproduction. À part ça, on va revenir dessus, ça c'est une question philosophique. Frédéric, vous qui êtes une spécialiste de l'économie, il faut quand même le rappeler, ça vous laisse... J'essaie péniblement. Oui, mais vous y arrivez. Ça vous laisse sans voix comme Français, cette histoire d'ouverture totale du marché, avec effectivement quelques garanties, mais face aux tomates, face aux ignames, etc. Alors aujourd'hui, c'est l'Amérique centrale qui déverse ça chez nous, et bientôt le Brésil. Hein. Donc, on fait comment? C'est la loi du marché. Ah ouais? Non, mais c'est là. Allons raconter ça aux petits... On va expliquer ça de façon simple. De toute façon, c'est un fait, c'est la loi du marché. C'est-à-dire que quand vous avez une demande qui souhaite une offre à bon marché, vous ne pouvez pas, pendant des décennies, financer avec des coûts de production comme on peut les trouver en Europe et particulièrement en France. Une petite précision pour que les gens comprennent bien. Avant parce qu'il faut quand même rappeler que cet accord est suspendu à la décision d'instances judiciaires européennes, oui, on y est. à la demande du Parlement. Voilà. Avant, pour empêcher ces produits d'arriver, il y avait des droits de douane. Il y avait les droits de douane, et puis il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi la PAC, la politique agricole commune, qui, de façon massive, pendant des décennies, subventionnait tout le continent européen pour pouvoir non seulement produire plus, être un appui financier pour les agriculteurs. Ça a été une manne extraordinaire. Tout le monde savait qu'il y aurait une fin, mais ça permettait de pouvoir produire massivement à des coûts défiant toute concurrence pour pouvoir déverser au niveau de la grande distribution. Il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, l'Europe, sans exagérer, se paupérise financièrement, que les moyens fédérateurs pour pouvoir subventionner l'agriculture, y compris en Martinique, puisque la Martinique, c'est l'Europe, se raréfie, et que par conséquent, bas les masques, j'ai envie de dire. On arrive dans une sorte d'économie un peu plus réaliste, où on se regarde dans les yeux et où on se dit ma viande, je ne vais pas l'acheter à un tel prix, non seulement en termes de coût de production, non seulement en termes de qualité, et même si je l'importe de beaucoup plus loin, elle me revient plus cher tout en étant excellente. Je peux prendre l'exemple de la viande bovine argentine. Oui, mais à terme, c'est des catastrophes humaines
c'est des entreprises qui ferment, c'est des campagnes qui sont délaissées. Comment on va expliquer ça à nos enfants ? Alors, le marché, il est assez court-termiste, ça ne vous a pas échappé. La loi de l'économie, elle navigue à vue. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans l'urgence de devoir nourrir, pour aller vite, des marchés, quitte à sacrifier une partie d'agriculteurs qui sont, comme vous le dites, sur le long terme importants à l'équilibre endogène, à l'équilibre, c'est le terroir quand même. Hein. Bon. La ruralité disparaît, etc., etc. Voilà, mais le marché ne fonctionne pas. Enfin, si on devait raisonner comme cela, il n'y aurait pas eu de désindustrialisation totale de la France, il n'y aurait pas eu une asiatisation de l'économie dans toute la zone européenne. Mais pour en revenir peut-être à l'économie rapidement de la Martinique, nos agriculteurs, alors ça c'est pour l'Europe, hein, pour la Martinique tout particulièrement, ce que nos agriculteurs nous disent, c'est ça qui me... c'est même pas mal. Ouais. De toute façon, on est déjà tellement dans la mouise, c'est ce qu'on disait. Nous souffrons tellement, de toute façon. Ça ne va pas rajouter. La diversification du POSEI, la structuration de filières n'est pas effectuée. Ça, nous, autant la PAC finançait les agriculteurs européens, autant nous, finalement, on est de plus en plus mis au rebut par la politique territoriale, qui se targue quand même d'autonomie et de souveraineté. Mais en même temps, ça nous place devant une responsabilité. C'est celle que, financées comme elles le sont les collectivités territoriales par l'octroi de mer, elles ne cherchent pas nécessairement à... non, mais c'est ça la réalité économique, à provoquer des chocs économiques, et comme le disait le monsieur, des nerfs de la guerre qui peuvent leur permettre de produire. Oui, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, Frédéric fait allusion, bien évidemment, à tous ceux qui disent « vive l'importation » quand ils sont dans les mairies, parce qu'avec l'octroi de mer, ça finance leur budgétivore. Alors, jeune homme... vous avez dit l'essentiel. Attendez, jeune homme, laissez-moi vous poser la question. Mais je vous réponds à la question. Je sais qu'on a dit l'essentiel, mais il nous manque votre analyse. Oui. Vous, qui êtes un homme de médias, vous êtes... Non, toujours. Ça, c'est pour ceux qui pensent que vous êtes largué. Pas du tout. Vous n'êtes pas largué. Quand vous entendez toute cette, comment dirais-je, cette espèce de lancinante... c'est lancinante récrimination médiatique, parce que ça passe essentiellement par les médias. Mercosur, 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 comme le diable. Et j'ai l'impression que vous souriez. Parce que ça, on a déjà eu ça. Je souris parce que, Eddy, le marché global, on y est depuis un moment. Le marché de libre-échange, on y est depuis un moment. Pire, des pays aujourd'hui qui manipulent la masse en faisant croire que le Mercosur est un danger imminent et comme s'il n'était pas déjà là, ont pris leur essence de fabrication de leur pays, ils l'ont confié à d'autres pour le faire pour eux. Je pense aux médicaments, je pense à plein de produits du genre qu'ils ont externalisés dans la fabrication au lieu de développer ces commerces chez eux. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez ? Le marché, on est là. La signature du Mercosur par l'État européen ne changera pas grand-chose pour nous autres Martiniquais. Nous sommes déjà les derniers de la classe. Donc, ça ne va pas venir nous faire plus de mal. Par contre, ce que je voudrais que les Martiniquais entendent aujourd'hui, c'est qu'ils aient commencé par consommer, mais déjà avant que le Mercosur n'arrive, pour prendre cette habitude-là, de consommer les produits fabriqués par nos petits fabricants, nos petits éleveurs, nos petits agriculteurs locaux, pour leur donner la chance de survivre, mais surtout prendre pour eux cet avantage de consommer sain. Parce que, en fait, moi, vous savez que je suis mort de rire chaque matin quand je vois les gens défiler dans les rues pour la chlordécone, quand ils achètent des choses qui viennent de pays à côté, pas très loin, des fois, sans aucune réglementation sur la traçabilité des produits pour faire leur production. Ouais. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, et on a très bien signalé, pendant qu'on parle de Mercosur et qu'on parle de tout ça, c'est en Europe que l'on fabrique tous les pesticides interdits en Europe et qu'on va vendre, machin. C'est un vaste marché de dupes et d'hypocrisie. Ben, on a l'impression chaque semaine de découvrir des choses qui sont évidentes, mais grâce à vous, je rappelle qu'on leur envoie les sujets et qu'après, ils travaillent.
Et c'est ce travail que vous pouvez juger tous les lundis soirs. On va passer à un deuxième sujet qui est encore plus sensible. Celui-là, c'est le fameux procès des grands frères qui a été délocalisé. Alors, certains juges disent sagement de la Guadeloupe vers la Martinique. Sujet. Sur notre territoire, les transports continuent de faire débat. Ils sont 13 à comparaître devant le tribunal de Fort-de-France. Les grands frères de Guadeloupe sont accusés d'association de malfaiteurs et d'extorsion de fonds. Pour cette première journée d'audience, 11 témoins sont comptabilisés présents. Parmi eux, une personnalité politique, Harry Chalus, président du Conseil régional de Guadeloupe. L'homme affirme n'avoir jamais eu de difficultés avec les jeunes qui comparaissent aujourd'hui. Il y a eu des réunions au Lamentin avec le maire, le président de l'association des maires. Il y a eu une réunion au Rézé, M. Servat a voulu que je sois à ses côtés. Étant donné que j'ai été effectivement quelqu'un qui s'est beaucoup donné pour la jeunesse dans ma commune à Bémao, qui a fait un gros travail. On a discuté avec ces jeunes, mais je n'ai jamais eu de problème avec eux et ils ne m'ont jamais menacé. Pour les avocats, cette affaire dépasse largement le cadre judiciaire. Ils dénoncent un procès à charge et une lecture biaisée des événements survenus en Guadeloupe fin 2021. Dans le viseur de la défense, Patrick Desjardins, ancien procureur de Pointe-à-Pitre, qui a qualifié certains accusés de chefs de gang. Monsieur Desjardins, le procureur de la République, avait énormément communiqué dans ce dossier, a décidé de ne pas se présenter. Donc la défense, tel un seul homme, s'est levée pour expliquer que cela n'avait pas de sens, que ça participerait à la manifestation de la vérité s'il pouvait se présenter. Parce qu'il ne suffit pas de soutenir et de prétendre que telle ou telle personne serait un chef de gang sans venir expliquer ce qui inonde une telle procédure qui, à mon sens, est pour le moins scandaleuse s'agissant de mon client, monsieur Duménil. Une mise en cause qui se poursuit, notamment sur certains propos jugés stigmatisants et délicats par la défense. Maître Arneton revient sur les déclarations de l'ancien procureur, pointé du doigt pour des propos qu'il juge inacceptables. Le témoignage de M. Desjardins, comme la dernière pièce qui nous a été communiquée vendredi, qui vient présenter le peuple guadeloupéen comme un peuple consommateur de drogue et d'alcool, comme n'ayant pas de valeur familiale, nous semble assez important parce que c'est ce qui inonde aussi la procédure. On n'aurait jamais dit en France hexagonale que les gilets jaunes étaient menés par 10 ou 15 personnes. Pourquoi le dirait-on en Guadeloupe? C'est stupide et ça repose nécessairement sur des a priori tout aussi stupides. Autre point de crispation, la délocalisation du procès en Martinique. Les avocats dénoncent des conditions de comparution difficiles pour les prévenus et leurs conseils venus de Guadeloupe. Pour rappel, ce procès durera 17 jours. Alors évidemment, ça nous avait échappé puisque c'était en Guadeloupe. Mais comme il y a beaucoup de Guadeloupéens qui regardent cette émission, on va quand même replacer tout ça dans un contexte. À l'occasion on va dire, d'un rapport, d'une enquête, il y a un procureur qui avait décrit les émeutes comme étant le fruit d'une organisation liée à des gangs avec, on pourrait appeler ça de la corruption d'élus, de pression sur des élus, etc., etc. Grosso modo, les émeutes n'étaient pas des émeutes, mais elles avaient été, on va dire, organisées. Bon, alors, avec des arrestations, avec des emprisonnements, et tout ça, ça se juge aujourd'hui. Francette, ça dit quoi de cette espèce de récurrence des soulèvements sociaux et puis d'une tentative probablement d'instrumentalisation des leaders et puis des élus. D'ailleurs, la présence du président du Conseil régional de Guadeloupe atteste du fait que les élus ne sont jamais très loin de cette affaire. Ça dit quoi? Vous qui en savez davantage, vous qui les fréquentez régulièrement. En fait, effectivement, la récurrence, on a eu 2024 chez nous, c'était une année avant en Guadeloupe. Ouais. Donc, il y a à peu près à la même période, vu que c'était fin d'année. Ouais. Et c'est vrai que c'est cette récurrence qui interpelle, parce qu'en fait, le sujet n'est pas traité. Il y a une paupérisation des populations. Il y a des jeunes qui sont en recherche de sortie, mais qui n'en trouvent pas, ou qui en trouvent des qui ne sont pas très honorables, vu que drogue, etc. Et c'est vrai que dans les quartiers, il peut y avoir des gens qui, on appelle ça des grands frères, c'est sorti de la Guyane d'ailleurs, vu que c'est la Guyane qui est... On a vu aussi comment dire, des émeutes, et c'est là qu'ils ont commencé à sortir, des personnes qui essayent d'endiguer un peu tout ça. Et c'est vrai contrôler, on va dire ça.
Enfin bon, voilà. Et c'est le contrôle qui est mal interprété. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, l'État, des fois, peut jouer... peut avoir une interprétation un peu... Comment on dit, j'ai envie de dire ça de manière provocante, un peu... Allez-y, ne vous gênez pas. de cow-boy, pour pouvoir montrer que ce sont que des personnes qui s'en sont moralité, etc. Sauf que dans le cas d'espèce, quand on fouille un peu, on se rend bien compte que y a des gens des accusations qui ont été portées et qui ne sont pas justifiées, et que il faudra bien et celui qui a porté ces accusations n'est pas présent. Donc voilà. Donc moi je considère que ce sont cette récurrence qui m'interpelle. C'est-à-dire qu'encore une fois, à des intervalles réguliers, nos territoires ont des pics de fièvre, on ne les traite pas vraiment. Et donc, moi, je m'attends à ce que dans 1 an, dans 2 ans encore, il y aura d'autres mouvements sociaux, parce que je ne vois pas, en plus avec les décisions dont on va parler tout à l'heure, je ne vois pas quelle vision qui est portée dans ces territoires à 5-10 ans pour permettre aux gens de se projeter. Donc on est dans du court-termisme, et le court-termisme est mère de toutes les dérives. Alors pour illustrer encore davantage, je vais vous lire ce que le procureur général de Guadeloupe avait dit, parce que là on le met en cause. Faire plier l'État, installer le chaos avec la complicité d'un fonctionnaire de police donnant des renseignements sur les cibles et sur les mouvements des forces de l'ordre, utiliser les connexions avec des élus locaux pour tenter d'extorquer des sommes tant aux entreprises locales qu'aux collectivités territoriales sous couvert de versement de sommes à des associations de grands frères en échange de l'arrêt des émeutes. Terrible. Bon, moi je ne fais que citer. Hein. José... Tu donnes la parole à l'autre Guadeloupéen. Oui, non mais bon, il faut tout citer pour que les gens comprennent bien ce qui se passe. Nous, Martiniquais, à fond cacao, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais c'est parti de là. José, vous qui avez été un acteur de terrain en Guadeloupe, parce que l'une de vos filiales exerçait une activité médiatique en Guadeloupe, vous connaissez ce terrain. Ça vous étonne tout ça? En fait, c'est un procès qui est en cours. On ne va pas dire la justice avant la justice. On en est incapable. On en est incapable. Il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est pour ça qu'on l'invite. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Non. Donc vous êtes en train de dire que ce que le procureur disait... alors, une petite couche, José, c'est pour aller dans votre sens. À cet égard, le procureur de Pointe-à-Pitre indiquait que les violences étaient planifiées et organisées, désignant un système s'approchant de systèmes mafieux. Vous vous rendez compte? En réalité, je vais dire, on s'en rend compte quand il y a ces mouvements de foule, on l'a vu en Guadeloupe avant, et depuis bien longtemps. Vous savez que j'ai subi des attentats et on a perdu... Votre radio a explosé. Donc en fait, nous sommes habitués, on fréquente ces gens-là depuis très longtemps. J'aime bien le mot fréquenter. Oui, depuis très très longtemps. On se rend compte bien d'une chose, et vous l'avez vu en 2024 ici, ceux qui sont sur le terrain et qui veulent défendre les causes de la Martinique ne sont jamais très éloignés de politiques qui les manipulent en sous-main. Oula! Oula, José! Vous le savez. Et donc, je regarde à qui on va faire le procès, à qui on va faire le procès. Et donc, en fait, je dis, il faut savoir raison garder. C'est un procès qui a lieu en ce moment. Il n'y a pas, d'un côté, des grands frères tout mauvais, d'un côté, un procureur tout mauvais. Il y a certainement et des politiques qui trouvent que ces grands frères sont des gentils garçons parce qu'ils parlent avec eux régulièrement, mais ils n'ont pas été capables de leur dire de ne pas descendre dans la rue, faire ce qu'ils font là. Et puis, à côté de ça, vous avez des gens, parce que les grands frères, effectivement, dans nos quartiers, on a quelques grands frères ici aussi, sont des gens qui peuvent apaiser les jeunes fougueux et leur donner de bonnes directions. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont souvent débordés. On l'a vu en Martinique en 2024. En 2021 En 2021, ceux qui ont brûlé les voitures ont dit c'est pas nous, on est là pour défendre la vie chère, c'est pas nous, on n'a rien brûlé du tout. N'empêche que... Il y a bien quelqu'un qui les a brûlés. Il y a quelqu'un qui les a brûlés, mais depuis, Emmanuel va vous en parler plus savamment que moi, et la spécialiste de l'économie à ma droite aussi,
Combien de gens ont perdu leur emploi et encore aujourd'hui sont à la recherche d'un emploi alors qu'ils ne demandaient rien à quelqu'un. Parce que je n'ai jamais vu autant de queues, autant de chariots dans les supermarchés que depuis qu'on dit que la vie est chère et qu'il ne faut pas aller acheter. Alors je vais vous donner un chiffre qui va apporter de l'eau à votre moulin. Le chiffre d'affaires des hypermarchés, des 7 hypermarchés, au cours de la période, a augmenté de 5%. Comme quoi? Comme quoi? On ne les écoute pas. Mais entre-temps, on a des quantités, des milliers d'emplois qui ont été perdus et ça coûte à la société. Il va falloir faire une taxe emploi. Et voilà, c'est reparti dans la provocation. La spécialiste de l'économie qui est à votre droite va évidemment nous dire... Il me fait rougir ce soir. Hein. Non, mais cette émission restera dans les annales, ça c'est clair. Il y a quand même un souci. Comment peut-on à la fois s'interroger sur, on va dire, les perturbations sociales? Françoise l'a dit, ça va recommencer, hein. Il y en avait une tous les 20 ans au XXe siècle. Là, il y en a une chaque année au XXIe siècle. On est dans ce rythme-là. Oui. Bon, donc ça va recommencer. Comment on peut à la fois s'interroger sur ce qui est la cause de ce type de, on va dire, d'éruption, et puis en même temps continuer à protéger un système qui est arrivé à bout? Déjà, on ne peut que s'interroger sur ce que vous dites, c'est-à-dire le mutisme de la grande majorité des élus. Là, je me positionne en Martinique, fin 2024. Moi, j'ai été complètement sidérée de voir combien, à l'exception de quelques-uns, il n'y a eu aucun vent debout, aucun signalement. Je n'ai même pas envie de dire... je veux juste parler de termes. Enfin, ce sont quand même des garants de l'ordre public. Ce sont quand même des garants du territoire. Et on ne les a pas entendus. Donc, je ne suis pas en train de dire que le silence vaut acceptation. Mais je m'étonne tout de même de la vacuité du discours politique, bon, déjà en général en Martinique, mais tout particulièrement sur cette période. Les Guadeloupéens réagissent. Je vais vous faire... J'ai bien dit la Martinique. D'accord. J'ai bien dit la Martinique. Je vais quand même tout à l'heure vous donner la citation de Jocelyn Sapoti, qui justement s'élevait contre cette situation. Puisque vous m'avez interrogé sur les intrications entre les deux, je vous répondais sur cela. D'accord. Maintenant, concernant finalement ces éruptions et cette situation, alors au-delà de la misère sociale qu'on connaît, le taux de chômage, le taux de pauvreté, la paupérisation, parce que les grands frères naissent il n'y avait pas que des grands frères en Guadeloupe et en Martinique, il y a des grands frères il y a des grands frères dans les grandes banlieues françaises, il y a des grands frères partout où il y a, en Guyane, où il y a un espace qui est inoccupé, qui est vacant de l'autorité étatique. Voilà. Donc la nature ayant horreur du vide, ces grands frères arrivent et d'ailleurs mandatés très souvent par les élus, il faut le dire, et pas qu'en Martinique, dans leurs associations, financés par leurs associations, par des think tanks, par des... regroupements, enfin, par toutes sortes de structures, mais réelles, pour pouvoir, et pas que dans le mauvais sens, catalyser la population. Sauf que ce sont des humains comme tout le monde, et les humains comme tout le monde, eh bien, on ne peut pas leur empêcher d'être complètement séduits, d'avoir l'hubris du pouvoir. C'est simple. Donc, et je m'en arrête là, Heidi, mais je voudrais juste conclure. Finalement, quand il n'y a pas de cadre et quand il n'y a pas d'autorité, on se retrouve avec des résultats, exactement, des résultats qui nous mènent à ce genre de situation. Alors, les élus guadeloupéens sont beaucoup plus sensibles et s'expriment beaucoup plus souvent sur ce domaine-là. En particulier, j'aimerais vous citer la réaction de Jocelyn Sapoti, maire du Lamentin et président de l'Association des maires de Guadeloupe. À l'époque, il dit la chose suivante, l'intrication entre criminalité et situation économique. Il dit... c'est des secteurs qu'on peut qualifier de légaux, mais depuis quelques années, il se développe un secteur criminel puisque le recrutement des jeunes y est devenu quasiment automatique, comme cela se fait à Marseille ou d'autres grandes villes de France où le crime est organisé. Nos jeunes sont recrutés non plus à partir du lycée, mais dès le collège. Certains collégiens sont déjà des vendeurs d'armes et circulent armés. Voilà quelqu'un du terrain qui dit la vérité. Emmanuel, vous fréquentez ceux qui sont
dans le système économique qui ne sont, qui sont très éloignés de la criminalité, bien au contraire. Et quand vous les entendez, parce que certains sont angoissés, on le sait tous les deux, quand vous les entendez parler de ça, parce que beaucoup d'entre eux sont implantés en Martinique et en Guadeloupe, hein, donc ils sont confrontés à ces problématiques de violence, ils vous disent quoi? C'est vrai que ce sont des chefs d'entreprise et des chefs d'entreprise doivent travailler dans un environnement sécurisé. C'est un principe de base. On ne peut pas investir, faire des projets, miser son propre capital, faire des paris d'avenir si on est sur un terrain où tout peut arriver à tout moment. Et c'est pour ça que les opérateurs économiques, quels qu'ils soient, ont besoin d'un état de droit relativement fort, d'une démocratie républicaine relativement fort. Et je dois quand même dire que, pour aller un peu à contresens de ce qu'on entend souvent, reconnaissons qu'on a une chance particulière, que d'ailleurs nous envie, je pense, 95% des habitants de la planète, c'est de vivre sur un lieu où ça existe. Alors, ça n'est pas parfait, mais nous avons quand même des règles de droit et qu'il ne s'agit pas de fragiliser par des comportements qui, de toute façon, malheureusement, sont alimentés par un environnement critique, puisqu'il y a des terreaux de difficultés, en Martinique comme partout ailleurs d'ailleurs. Il y a un taux de pauvreté qui est important chez nous, il y a le narcotrafic, il y a plein de bonnes raisons qui peuvent soulever les colères. La question, c'est doit-on mettre de l'huile sur le feu pour instrumentaliser des colères légitimes pour aller vers le chaos? Ça, c'est une vraie question. Ou au contraire, doit-on agir en responsable, s'insurger contre les excès, ce que Frédéric signalait tout à l'heure, et que le monde politique, à mon sens, doit être le défenseur premier de tous les écarts de comportement qui conduisent au chaos. Et donc ce procès, on ne va pas porter le jugement, mais c'est bien cette double lecture. Les grands frères sont-ils ceux qui, finalement, sont le témoin, enfin manifestent le témoin d'un affaiblissement de l'État, auquel cas il serait légitime, ou au contraire, sont-ils ceux qui ont accéléré ou qui ont instrumentalisé un malaise réel pour tirer ça à leur profit? Voilà ce que doit maintenant arbitrer le tribunal. Et je trouve que c'est important et c'est bien que finalement un tel procès ait lieu, parce que les questions qu'il y a derrière sont quand même très importantes pour notre avenir. Très clairement. Alors, on a parlé des chefs d'entreprise, on va y revenir, parce que ce qui leur est tombé sur la tête là, il y a quelques jours, ça a fait très très mal. Cette fameuse taxe mobilité qui a pris, je crois, 50%, ça ne s'est pas bien passé. En tout cas, c'est mal passé. Sujet. Sur notre territoire, les transports continuent de faire débat. À la veille d'une séance plénière à la CTM, la Martinique économique tire la sonnette d'alarme face à une nouvelle hausse en examen pour les entreprises. Le monde économique est inquiet. Nous sommes dans des situations au niveau des entreprises très difficiles, aujourd'hui depuis plusieurs années, et singulièrement depuis la crise de la vie chère, donc de fin 2024, où les entreprises ont bien compris, et elles l'avaient déjà intégré, qu'il y avait une problématique de vie chère sur le territoire. Donc cette problématique de vie chère entraîne des disparitions de beaucoup d'entreprises qui ne savent pas aujourd'hui, qui n'arrivent pas aujourd'hui à survivre à la situation économique difficile, et ça nécessite de la part des entreprises qui restent la maîtrise de leurs charges. Plus qu'une nécessité, les acteurs parlent d'une urgence. Selon eux, la fiscalité des entreprises de plus de 11 salariés augmenterait de 50%. En cause, le relèvement du versement mobilité qui passerait de 2 à 3%, tel que ciblé par la CTM. Une mesure qui entraînerait une ponction de 33,5 millions d'euros par an sur l'économie locale. L'équivalent, selon les professionnels, du salaire d'un jeune par entreprise supprimée. Pour le président de la CCI, l'entreprise ne doit pas devenir une rambarde de sécurité automatique. Le contexte économique actuel, avec cette lutte contre la vie chère, on ne peut pas systématiquement considérer l'entreprise comme une variable d'ajustement. Et donc nous disons qu'il faut là aussi savoir regarder. Au final, ces augmentations seront supportées par l'ensemble des Martiniquais. Et c'est ce que nous voulons faire passer comme message. Cette augmentation décidée sans concertation est problématique, et qu'il est encore temps de surseoir à la décision, de prendre le temps de la discussion et de la concertation avec les acteurs économiques. Une situation qui n'est pas sans rappeler la hausse annoncée des tarifs de l'eau par Odyssey, avec un impact supplémentaire de plus de 40% pour ces mêmes entreprises.
Des décisions qui doivent se jouer demain dans les locaux de la CTM sans que les acteurs économiques n'aient à ce stade pu faire entendre leur voix. Bon, les entreprises disent ça suffit, on n'est pas des canards sauvages, donc il faut arrêter de nous pressurer. Je vais m'adresser à la spécialiste en la matière. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que cette pression fiscale sur l'entreprise martiniquaise est vraiment handicapante? Alors, je vais répondre à la question différemment, pas directement. Ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'une collectivité qui a visiblement un problème de financement sur la mobilité, vu qu'on se souvient du long fleuve qu'a été la sortie du TCSP avec le renchérissement du prix, et puis on a un service qui ne fonctionne pas bien. Donc, on voit que... Et là, le modèle se révèle inefficient. Beaucoup de pannes, de grèves, de droits de retrait, parce qu'effectivement, sur le réseau, tout n'est pas calme. Et là, l'unique solution qui est proposée, effectivement, sans concertation, c'est d'augmenter une taxe. Enfin, c'est plus que ça. C'est parce que depuis 2016, il y a une taxe transport, ça s'appelle exactement le versement mobilité, qui a été mis en place en 2012 avec un taux maximum de 2% sur la masse salariale. Depuis 2016, la Martinique touche et au taquet des 2%, c'est-à-dire qu'elle a le maximum du taux. Et malgré le maximum du taux, il faut savoir, par exemple, en Guadeloupe, le petit cul-de-sac marin, c'est 0,51 et la plus haute taxe en Guadeloupe, c'est 1,25. En Guyane, c'est 1,80. Donc nous, depuis 2016, on est au maximum. Et effectivement, comme il sait qu'il ne va pas pouvoir changer la loi, vu que c'est quelque chose qui concerne tout le monde, notre collectivité envisage de demander une habilitation au transport de manière à contourner la loi et arriver à augmenter jusqu'à 3%, donc de passer de 2 à 3% cette fameuse taxe. Je me dis, et tout ça, c'est comme une prime à la mauvaise gestion. Ça fait 50% d'augmentation. Hein. C'est une prime, c'est-à-dire que vous ne faites aucun effort sur un sujet central. La mobilité, c'est central. Et puis, qui est-ce qui est le plus touché quand le TCSP ne marche pas? Ce n'est pas ni vous ni moi qui avons une voiture, c'est toutes les petites gens qui se retrouvent en difficulté. 150 000 personnes. Voilà. Donc, vous ne faites pas un effort sur ça, mais par contre, comme vous considérez qu'il y a un déficit et qu'il faut le combler, vous contournez la loi pour aller demander une habilitation. Et c'est quelque chose qui sera systémique. C'est-à-dire que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure qu'il y a des entreprises guadeloupéennes qui sont installées ici, guyanaises qui sont installées ici, etc. Et donc leur compte d'exploitation va se retrouver obéré Il y a eu des simulations qui ont été faites. Une entreprise de 50 salariés, c'est une augmentation de 15 000 € par an, brutalement, sur son versement de transport. Une entreprise de 500 salariés, c'est 150 000 €, quoi. 150 000 €, il y en a qui ne font pas ça comme résultat. Ouais. Donc, moi, je me dis, mais c'est un vrai sujet, la mobilité. On voit que ce n'est pas bien fait. Donc, une mobilité non organisée, c'est des pertes de chiffre d'affaires pour l'économie. Parce que quand vous passez du temps dans les bouchons, c'est pas très bon, quoi. Ouais. Vous êtes obligé de doubler vos camions de transport pour arriver à faire un circuit que vous auriez pu faire avec un seul camion. Donc c'est un vrai sujet. Et là, au lieu de concertation, et puis on se dit, tiens, on va aller augmenter. Moi, je me dis, il faudrait que la Chambre régionale des comptes se penche sur ça, de fasse un audit de ce qui se passe à Martinique Transport. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Vous avez entendu. Alors, vous savez qu'il y a un audit qui a été fait de la CTM et le rapport ne devait pas... Non, mais ce satellite-là, parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Emmanuel, quand on regarde la démographie et la structure démographique des entreprises martiniquaises, on s'aperçoit que ça va concerner quelques entreprises. Parce que 75% des entreprises martiniquaises réalisent moins de 100 000 € de chiffre d'affaires par an. Donc c'est toujours les mêmes, en fait. Moi, mon discours, c'est que c'est toujours les mêmes. S'il vous plaît. Je sais que c'est sur la masse salariale, mais quand vous faites 100 000 €... Attendez. Quand vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires par an, vous n'avez pas de salariés, ou quasiment pas. Donc c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les
entreprises les plus importantes, celles qui contribuent le plus à l'économie et celles qui créent le plus d'emplois. C'est toujours elles qui vont être touchées. Et petite créativité, il faut le dire, petite créativité de notre collectivité, ils veulent élargir cette taxe aujourd'hui que pour les entreprises de plus de 11 salariés aux administrations. Donc c'est tout le monde qui paye. Oui, non, mais pas les toutes petites entreprises. Non, ils ne peuvent pas. S'il vous plaît, on ne va pas avoir de temps à la fin. Emmanuel. Oui. Et ceux-là, excusez-moi, ils gueulent tout le temps puisque c'est eux qui sont visés en permanence. Mais ceux-là, celles-là, elles ont la double peine. D'un côté, elles sont les boucs émissaires de tous les problèmes de la Martinique. Les entreprises qui étouffent. Elles étouffent. Et de l'autre côté, c'est la vache à lait pratique pour pouvoir remplir les paniers percés quand c'est nécessaire. Donc, elles sont perdantes de toute manière. C'est ça le drame. Et il faut qu'elles continuent de croire en l'avenir du pays avec cette double peine qui leur tombe dessus. Cette augmentation, c'est un véritable scandale. Enfin, moi, je suis très remonté contre ce signal, parce que c'est vraiment, comme l'a dit très bien Francette, c'est la prime à l'inefficacité, c'est la prime à la mauvaise gestion. Il faut comprendre que les entreprises, quand elles payent ce versement mobilité, elles sont en droit d'attendre un service rendu. On ne peut pas demander à une entreprise de doubler sa cotisation en contrepartie d'un service qui se dégrade. Parce que depuis 2024-2023, quand on regarde les indicateurs de performance de Martinique Transport, ça ne fait que se dégrader. 3 mois consécutifs d'immobilisation sur les lignes de bus, des grèves à répétition, des bus qui sont immobilisés dans des hangars de réparation, etc. etc. Et puis en plus, des projets qui sont dans les cartons, qui n'ont fait l'objet d'aucune étude préalable sérieuse, d'aucune étude de bilan, parce qu'on s'apprête maintenant à étendre le TCS Est-Ouest, 300 millions d'euros. Est-ce qu'on est certain que finalement construire des couloirs fermés dans un pays où la démographie est en train de baisser pour servir des lignes complètement limitées, est-ce que c'est la bonne solution ? Je ne pense pas. Je pense qu'il est temps maintenant de se concerter avec les acteurs. Les entreprises ont fait des propositions. Cette manière de fonctionner en mettant à l'écart les entreprises et en décidant sur leur dos, je trouve ça, on est au bout de la limite de ce qui est nécessaire pour ce pays. José, vous, c'est à tous les jours que vous aidiez les Martiniquais à se déplacer, à la limite, puisque du haut de votre observatoire de RCI, vous aviez des émissions directes et c'est un sujet qui revient de manière récurrente. Donc vous avez aujourd'hui le recul pour nous dire si tout ça est bien sérieux. Laissez-moi vous donner quelques chiffres. C'est parti. Un pays qui a à peu près un peu plus de 350 000 habitants, il y a 275 000 voitures. Vous dites qu'il y a 150 000 personnes qui prennent des transports. Ouais, qui n'ont pas de voiture. Qui n'ont pas de voiture. Individuelle. Oui, qui n'ont pas de voiture. Oh, il y a 275 000 pour à peu près un peu plus de 350 000 habitants. Oui, on a beaucoup de voitures par habitant. Ceux qui ont décidé d'instaurer cette taxe ont oublié que c'est eux qui paieraient les plus parce qu'ils sont les plus gros employeurs. Et ils n'ont déjà pas d'argent. C'est vrai, rappelons les chiffres quand même. Les 2 plus gros employeurs de la Martinique sont bien le CHU et la CTM, non ? Ouais, CHU 7000, CTM, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Ouais. En tout cas, combien ils travaillent, on ne sait pas, en tout cas. Et donc... Ça, c'est ce soir, il est chaud. Et donc, en fait, c'est eux qui vont payer les plus, puisque, en fait, mais ils ne vont pas payer puisqu'ils n'ont pas d'argent. Ah. Donc, en réalité, moi, je vous dis, mon observation me mène à penser qu'il faut d'abord mettre de la compétence au service du transport en Martinique, repenser le budget de fonctionnement du transport en Martinique, et ensuite, et c'est seulement après, qu'on devrait penser budget pour voir comment est-ce qu'on met en adéquation les besoins en face des ressources en face des besoins. Il faut changer les hommes et les femmes, c'est ça que vous êtes en train de dire? Moi, je pense qu'il faut mettre de la compétence au service de ceux qui gouvernent la Martinique. Ouais. C'est un peu langue de bois, José, mais on a compris qu'il faut virer les gens qui sont là, c'est ça? Même qui gouvernent la Martinique, tu n'as pas bien entendu. Mais oui, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous lever un truc en disant on va mettre une taxe 50% sur un transport qui ne fonctionnent pas, et Foncette l'a dit, plus de 3 mois. Ouais. Ils sont en retrait parce qu'il y a trop de gens qui circulent sur le couloir. Ouais. Quand on fait le nombre des gens qui circulent, on dit que 70% sont leurs employés qui circulent dans les couloirs du TCP. Donc, il y a un moment donné... Les oreilles de Titina doivent siffler. C'est parti, Frédéric.
Frédéric, tout ça, et évidemment, on connaît vos éléments de langage, tout ça, c'est la traduction de la gabegie, de l'incompétence. Il faut changer un certain nombre de choses. Et moi, j'aimerais, avec vous, identifier des solutions. D'accord, de toute façon, je n'allais pas sortir dans un réquisitoire, sortir un réquisitoire. Je crois que les chiffres ont été dits. On est au-delà de l'incompétence. C'est pas... Non, vraiment, je vais pas le dire souvent sur plateau, mais je vais le dire exceptionnellement. C'est là où vous voyez, j'ai presque envie de dire, désolé, mais la rage de cette collectivité contre le monde économique. Vraiment. Vous en êtes sûr? Écoutez, on peut vivre ça comme une attaque. Hein. Mais véritablement, en fait, c'est vraiment... excusez-moi, on est à la limite du désir de nuire. Pourquoi ne pas se concerter? Le président de la CCI a même proposé une concertation. Je me dis même que si la CTM consultait beaucoup plus les professionnels et les entreprises, elle aurait peut-être... une opportunité de revenir à l'équilibre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si la CTM avait une entreprise aujourd'hui, elle aurait fait 1000 fois faillite quand on voit l'état des transports. Donc, quelle solution? Je crois que la solution, de toute façon, c'est que on aura beau s'évertuer sur ce plateau à parler en long, en large et en travers de choses très sérieuses et de façon relativement sensée. Ouais. Je parle pour mes collègues. Eh bien, tant que les votants, tant que le peuple, les électeurs ne vont pas se mobiliser pour voter pour des personnes compétentes et non pas des personnes qui régulièrement, ce qui est à mon sens, orchestrent une sorte de stratégie du chaos, une sorte de grand mouvement, de grande projection alors que les résultats ne sont pas là. Donc on ne va pas voter pour l'efficience, eh bien on en restera là. Et je ne parle pas que pour la Martinique, je parle, je crois, à l'échelle de toute la France. Bon. Sacré programme, et puis ça tombe bien de toute façon, puisqu'on est à la veille d'élections municipales qui vont alimenter des élections communautaires, des communautés d'agglomération, puis des élections législatives et enfin des élections à la CTM. Donc on est dans ce couloir, ne vous inquiétez pas, on va y revenir. On arrive à votre délicieuse petite rubrique, n'est-ce pas, Francette? Et je passe tout de suite la parole à José. Ah, je mesure ma chance. C'est rare, hein? C'est rare que vous commenciez. Oui. Mais avec tout ce que vous avez déjà balancé ce soir, on s'attend au pire. Non. Concentrons-nous. Non. Un plus-moins, je vous ai déjà dit, moi, c'est jeudi, c'est pas machin. C'est parti. Non. Pour être très sérieux, je voudrais rendre hommage à un homme. De nombreux hommages lui ont été rendus depuis quelques jours, mais si vous permettez, Eddy, je voudrais saluer le collaborateur qu'il a été auprès de moi à RCI pendant une quinzaine d'années. Et un garçon qui fédérait au sein de l'équipe des sports et qui faisait du bien autour de lui. Je veux parler de Samuel Tavernier. Tous les hommages lui ont été rendus. Je salue le maire, mais à travers ça, je voudrais saluer le père de famille, le papa de ses filles, ce papa qui était pour tous un maire, mais qui était un vrai père auprès de ses filles avant d'être leur mère. Mère M-A-I-R-E, vous l'aurez compris. On l'a compris. Non, je ne dis pas ça pour ceux qui machin. Mais vraiment, c'était... il est rare d'entendre tant de bien autour d'un homme quand il nous quitte, mais c'est vrai qu'il mérite l'hommage qui lui a été rendu et je voulais saluer ça. Et rapidement, si vous permettez... Vous avez encore quelques secondes. Voilà, rapidement. Je voudrais faire un... Comment dirais-je? C'est pas un hommage, mais saluer l'histoire d'un centre de santé en Martinique qui va fêter ses 120 ans cette année. Vous le connaissez, vous connaissez mon attachement au centre de santé Calmette, ce dispensaire qui a été créé en 1906 et qui fête ses 120 ans cette année, qui a reçu le label de France Santé qui est délivré par les autorités et qui aujourd'hui n'est plus le dispensaire qu'on connaissait dans les années 1900, mais qui est devenu un vrai centre où on y trouve des spécialistes de la diététique, de la gynécologie, de la pneumologie, de la psychologie, de la radiologie, de la dermatologie.
tous ces services sont là au service des plus démunis en Martinique. Et moi, je puis vous dire qu'il y a une attractivité de plus en plus grande. On a besoin de la Martinique pour continuer à faire prospérer ce centre qui, désormais, emmène des soins en dehors de la ville, à Saint-Pierre, à Grand-Rivière, bientôt au François, et qui est une vraie dynamique dans ce pays au moment où la santé balbutie. Merci pour eux. Rappelez-nous l'adresse physique du centre. Le centre Calmette est au 19 août de la Folie à Fort-de-France. Oui, ça n'a pas changé. Très bien. Voilà. Frédéric. Oui, alors... J'aime bien le oui. Brièvement. Alors oui, un plus et un moins. Tout d'abord, un plus. Ouais. Je voudrais parler de l'ouvrage de Talent, un livre de transmission et de leçons de vie. À travers son parcours, Ellie Jo, s'appelle Ellie Jo, l'autrice, elle raconte comment elle a appris à transformer en positif ce qui lui arrivait, plutôt que de le subir. C'est une entrepreneuse passionnée et je vous recommande la lecture de ce livre parce qu'il y a des recettes, il y a des expériences. Et le fil rouge de ce livre, c'est qu'on arrive toujours à s'en sortir d'une façon ou d'une autre. C'est une leçon de résilience extraordinaire et je voulais parler de... Rappelez-nous le titre. Rien ne se jette, tout se sublime. C'est-à-dire que même quand on est dans des épreuves ou dans des temps qu'on voudrait jeter de notre vie, hop, recyclez-les. Ça pourrait être votre opportunité. Très bien. Ça, c'est mon plus. Oui. En parlant de recyclage, je voudrais parler de... on est mal parti, je le sens. Donc, vous savez que j'habite Baie des Tourelles, que tous les jours, je descends sur la route de Sainte-Thérèse, l'avenue Maurice Bishop, pardonnez-moi, et que je me plains très souvent de ce TCSP où il y a, pas encore de cabris, mais un petit peu de tout, des vélos. Alors, du coup, je dois toujours freiner, d'accord ? Et assez récemment, je ne sais pas si il peut y avoir la photo en régie, assez récemment, a été mis en place autour de ce rond-point des grillages pour pouvoir mettre des jardinières autour de ce TCSP, vous voyez ? Donc je me suis arrêtée pour prendre la photo. Tout à fait. Donc vous voyez bien autour de ce rond-point. Donc non seulement c'est un rond-point, ce sont des ronds-points à haut risque, on doit freiner, mais en plus maintenant ça empêche la visibilité. Si un TCSP ou autre véhicule, oui, surtout autre véhicule, on l'a bien compris. Autre véhicule, lui non plus n'a pas de visibilité, c'est extrêmement accidentogène. Je me dis, mais pourquoi en fait ? Pourquoi mettre de la complication et des problèmes là où il y en a déjà ? Voilà, je me pose la question. Surtout que ces jardins vont pousser et qu'il y aura bientôt des manguiers. On est au-delà. On peut se taper un manguier. Je m'en arrête là et dis, mais permettez-moi de conclure, on est encore une fois au-delà de l'incompétence. Ouais, je crois qu'on va retenir, on va retenir ce slogan. Raison de bloquer. Emmanuel. Oui, alors moi, c'est un petit coup de cœur pour quelqu'un qui s'attaque à des sujets d'histoire qui sont parfois sensibles et qui le fait en apportant sa contre-chronique. Je veux parler d'Yves Léopold-Monthieu, qui est en train de sortir un livre qui sera disponible dans les librairies cette fin de semaine, qui s'appelle Février 74, Chalvette. Et donc j'ai hâte de lire ce livre. J'en ai parlé un petit peu avec lui, il m'a raconté un petit peu son approche. C'est un sujet intéressant parce que voilà une histoire qui a quand même marqué les consciences et les esprits. Il s'agit quand même, rappelons-le, de la dernière grande bataille syndicale dans la banane et qui a provoqué la mort de 2 personnes. Ilmani, qui a été tué par les gendarmes, l'arme à la main, dans un corps à corps assez violent, puisque je crois que face à lui, il y a un gendarme qui avait même eu le bras arraché. Enfin, il raconte tout ça. Ouais. Et puis, quelques jours après, Georges Marie-Louise, qu'on a retrouvé, qui est un ouvrier maçon, qu'on a retrouvé mort sur la plage du Lorrain. Et là, beaucoup d'hypothèses non tranchées, et que lui essaie de trancher, en tout cas en apportant des témoignages nouveaux. Et je pense que c'est important de lire ce livre, qui est une pierre de plus, je dirais, aux étages de notre histoire. Et c'est bienvenu. Et donc, voilà, un petit coup de cœur pour Yves Léopold-Monthieu, février 74, Chalvette. Moi, c'est un petit rappel. La semaine dernière, j'ai parlé d'une conférence qui se tient demain. Donc, n'hésitez pas sur l'économie sociale et solidaire.
ce pan de l'activité qu'on pense que ce qui est tout petit, mais pas du tout, et qui est peut-être l'avenir. Donc le thème, c'est l'économie sociale et solidaire est-elle possible en Martinique? Je réponds déjà oui. Donc il faut venir discuter pour pouvoir voir. Le lieu, l'heure. Le lieu, c'est Théâtre Autonome Marron, ça se dit TOM, qui est à la rue Victor Sévère à Fort-de-France, et c'est de 18 à 20 heures. Et vraiment, moi, je considère que dans un moment où justement on manque de vision, il faut réfléchir sur comment on développe autrement nos collectivités en étant plus, précautionneux des territoires, des hommes, pour pouvoir créer de la valeur ajoutée qui a du sens, quoi. Et l'économie sociale et solidaire peut servir à ça. Très bien, je vous remercie. Alors en régie, je suis désolé, mais je vais devoir prendre quelques secondes pour vous servir vos moins habituels. Alors, une petite précision, on suit les affaires, vous le savez. L'affaire du détournement de fonds à la CTM, vous savez qu'il y a un employé de la CTM qui aurait détourné des fonds. Alors, je préfère, j'adore, lesquels. Le procès aura lieu. Vous voyez que de temps en temps, là, il faut faire confiance à la justice. Le procès a lieu le 18 mai 2026. Alors, il y a quand même 14 personnes qui sont concernées par cette affaire. C'est pas mal quand même. Il y a 3 personnes qui vont aller au procès et il y a des petits malins qui ont fait reconnaissance préalable de culpabilité. Ah. Donc ils disent, bon les mecs, comme quoi on n'aura pas une grosse peine. J'ai pas fait ça exprès. Alors il faut préciser, il faut quand même préciser que contrairement à ce qui se dit sur les tréteaux électoraux, Madame Tardy Bardol, qui est la conseillère exécutive en charge des affaires sociales, fait bien partie des victimes puisque sa signature a été imitée et que c'est bien elle qui a porté plainte et qu'elle n'a jamais fait l'objet de perquisition, donc démenti formel. Cela méritait sans doute d'être précisé, surtout que cette affaire, il faut quand même le rappeler, a commencé en 2019. Non. Bon, pas mal. On est sur plusieurs millions d'euros de détournement. Bien, alors, on reparle de la CTM également. Alors, non, je ne fais pas exprès. Concernant le versement des cotisations sociales des personnels de l'accueil familial. Alors ça, c'est une profession qui est complètement ignorés, mais ce sont des gens qui accueillent chez eux des personnes handicapées, des personnes âgées, etc., et qui, jusqu'à un certain point, étaient les salariés de la CTM. Il semblerait, j'emploie le conditionnel pour éviter d'être massacré, il semblerait que la CTM ait oublié de verser les cotisations sociales entre 2015 et 2022. Alors la conséquence, c'est que ces gens ne peuvent pas partir à la retraite. S'ils décident de partir à la retraite, ils auront 400 € par mois. Évidemment, ce qui n'est pas envisageable. Troisième petit point, la semaine dernière, je vous parlais du rapport de la Miviludes sur un organisme. C'est un organisme qui dépend du ministère de l'Intérieur à propos des signalements concernant Greatness Academy. Alors j'ai reçu plein de menaces, évidemment, c'est classique. Pour dérives sectaires, on a trouvé mieux que Greatness Academy. Les gens, ils de Martinique, on dirait qu'on les cible. Alors, messieurs, mesdames, révoltez-vous. Et là, ce sont des organisations qui sont liées à un individu qui est décédé en 2023, qui s'appelle Serge Marjolais. Alors, un petit conseil, parce que j'ai eu les témoignages de beaucoup de victimes. Dès que vous voyez ce genre ça pourrait être assimilé à de l'arnaque. Certains me parlent de secte. Alors, je leur laisse la responsabilité. Mais quand vous entendez Prima Verba, bon, ça a été éliminé il y a quelques années. Énergie Performance ou Perles de Lumière. Partez en courant. Partez en courant. OK. Et puis un dernier petit plus cette fois-là. Je voudrais féliciter. Alors, il se fait tomber dessus, bien évidemment, ces temps-ci, à bras raccourcis, mais Juvénal Rémire et Muriel Palandry pour la création de l'AMIFEL, qui est l'interprofession, enfin, une interprofession structurée de l'agriculture diversifiée. Voilà. Eh bien, sur ce, merci à nos chroniqueurs. Celle-là, elle va rester dans les annales, cette émission-là, à mon avis. Préparez-vous. José, faites attention. Merci à nos équipes. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Préparez-vous, celle de la semaine prochaine, elle va être sévère. À bientôt.